Cette semaine, dans le balado, on revisite la guerre du Liban des années 80. On expose la dure réalité des femmes de ménage françaises en Normandie et on part à la recherche d'un trésor perdu dans la jungle. Vous êtes dans mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut Patrick! Alors, une offrande très variée cette semaine. Oui, encore. On n'a pas... fait longtemps qu'on a eu un film pour enfants, par exemple. Ça, il faut attendre quelques semaines, mais... c'est, oui, varié cette semaine, cela dit. Alors, avant de plonger dans les sorties de la semaine, petite semaine aussi en termes de nouvelles et bandes annonces, mais quand même quelques trucs qui ont retenu notre attention. Dont une la semaine dernière, mais qui est assez cryptique, mais je pense que ça valait quand même la peine de la mentionner pour les fans de super-héros et de Ryan Reynolds en particulier. Ouais, exact. Je me demandais si ça allait être justement démenti. C'est peut-être pour ça qu'on a attendu. Mais il a comme annoncé qu'il y aurait un Deadpool 3. Puis ça, c'est depuis l'acquisition de Fox par Disney. On en parle souvent, mais là, on se demandait qu'est-ce qu'ils vont faire eux autres avec des films plus... un peu plus trash, là, moins général, plus mature. Là, lui, il a fait Free Guy avec Sean Levy, le Canadien, le Québécois même. Ben oui. Et il vient de conclure The Adam Project. En fait, le film vient de prendre l'affiche sur Netflix. Puis ça, c'est d'ailleurs aussi le film pour lequel Claude Paré, avec qui on a un entretien, a fait la direction artistique. Ouais. Et là, il dit, mon prochain projet avec Sean Levy va être beaucoup plus, comment il disait, will be more stabby, là, plus poignardant, plus poignant, en tout cas, dur à traduire exactement. Là. Puis, il a publié une image sur Twitter de ces trois personnages, donc c'est comme de dire, Deadpool 3 va se faire, puis ça va être avec Sean Levy. Et de la manière qu'il l'annonce aussi, ça arriverait avant Free Guy 2, qui lui a été confirmé par Disney. Ouais. On sait pas rien de plus là-dessus. D'après moi, il commence à l'écrire comme peut-être plus quelque chose de 2024, j'aurais l'impression. Là. C'est pas l'été prochain qu'on va voir ça. Là. Effectivement. Écoute, non, je pense que tout le Marvel est pas mal annoncé pour 2023. On sait quand même que le grand Manitou de Marvel, Kevin Feige, avait quand même annoncé que Deadpool reviendrait sur grand écran. Donc, malgré sa cote 18 ans et plus, qui laisserait... ouais, c'est aux États, ici, c'est comme 13+. Là, c'est ça. Mais aux États-Unis, c'était plus 18 ans. Donc, c'est évidemment, R-rated, dans le fond, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Évidemment, avec le brand Disney, tout le monde se demandait est-ce qu'ils oseraient faire un film de super-héros 18 ans et plus. En tout cas, plus adulte. Et il semblerait que oui. Alors, on va voir de quelle manière Deadpool va intégrer l'univers Marvel cinématographique disneyen. Exact, parce que Fox, eux, ce qu'ils détenaient comme Deadpool, c'était les X-Men. Ouais. Fait que de donner le feu vert à lui, c'est peut-être une certaine intégration des X-Men, parce que dans son récit, je me souviens que dans le deuxième, on voyait Charles Xavier, puis Beast, puis fait que James McAvoy et j'ai oublié le nom, Nicolas Hoult. Il y a Colossus aussi qui était dedans, qui est dans la vieille série d'X-Men. On entrevoyait, il n'avait pas un grand rôle, mais c'est quand même un des... Ça, c'est l'homme tout en métal. Là. Ah, ben oui. C'est un des... Je sais qu'en bande dessinée, c'est un personnage très apprécié des fans de comics. C'est ça. Donc, fait que comment ils vont lui permettre d'intégrer? À ce moment-là, est-ce qu'ils vont en profiter pour recaster, puis ça va être la fenêtre d'introduction aux X-Men? Puis comme on disait, si ça marche bien pour lui, peut-être qu'il va rentrer dans un tout nouvel univers ou une nouvelle phase des Marvel à ce moment-là. Je sais pas s'ils vont tout relier ou s'ils vont les bâtir comme séparés pour éventuellement exciter tout le public puis là les connecter. T'sais. Tout à fait. Tout est possible. Effectivement. Je pense qu'on en saura plus au gré des prochaines sorties. Parce que c'est certain qu'avec la somme colossale que Disney ont payée pour acquérir la Fox et les droits d'X-Men, entre autres, c'est sûr qu'ils vont les réintégrer à un moment donné. Ouais, pas juste pour les mettre sur la glace pendant 15 ans. C'est certain. Sinon, nouvelle québécoise? Oui, il y a Sophie Dupuis qui est actuellement en tournage de son 3e long-métrage de fiction et elle tourne encore avec son acteur... chéri, s'amuse finalement, c'est Théodore Pellerin. Avec Sophie Dupuis qui avait fait Chien de garde et Souterrain l'an dernier. Ouais. Tous deux étaient dans notre top 5 de meilleurs films de l'année. Là. Et ici, elle explore le monde des drag queens, surtout à Montréal, où la scène est
la plus grande, disons, de la province. Fait que, ouais, elle dit qu'elle est fascinée puis intéressée par cette scène-là depuis toujours. Fait que ça l'intéressait de tourner. Puis c'est Théodore Pellerin qui avait dit quel genre de rôle tu voudrais que je t'écrive. Puis un peu en blague, il avait dit comme, tu sais, genre, mets-moi en drag queen, j'aimerais ça, tu sais. Puis un peu, ça a comme. Lui, je pense aussi qu'il savait pas que c'était un intérêt qu'elle avait, peut-être. Fait que. Ouais, je pense qu'il voulait cet exercice-là aussi. Là. Je pense que c'est quand même notre un genre de méthode acteur pour nous, un acteur très dévoué dans ses personnages puis son incarnation. Fait que ouais, c'est ça. Bref, il va jouer un drag qui développe une nouvelle relation amoureuse avec un personnage interprété par le français Félix Mariteau, lui qu'on a connu dans 120 battements par minute. Fait que c'est quand même aussi dans la culture LGBTQIA2S, la totale. C'est quelqu'un qui est quand même aussi connu sur la scène. Fait qu'elle elle l'a approché un peu comme quand on parlait de 3 fois rien, tu sais, d'approcher un acteur étranger, mais que t'admires pour dire, ben, gars, je m'essaye, là, si ça te tente. Puis lui, il a dit, hey, oui, ce scénario-là est intéressant. Fait que dans le fond, c'est qu'il va se développer quand même une relation toxique à cause d'un peu de narcissisme, si on veut, dans l'un des personnages. Puis c'est Anne-Marie Cadieux aussi qui va jouer la mère du personnage de Théodore Pellerin. Fait que moi, je trouve que c'est une très belle distribution. Ouais, il mentionnait vraiment que sur le budget, il y a une bonne partie qui allait aller quand même en droit d'auteur pour des chansons, là, parce que c'est une des forces des drag queens quand même, le lip-sync, les chorégraphies, tout à fait. un peu de roast et tout. Puis on choisit, ben, c'est de la bonne approche, évidemment. C'est un tournage inclusif, fait que tu sais, tous les comédiens, les figurants, ben, c'est des gens aussi de cette communauté-là. C'est du monde du drag queen à Montréal. Je sais pas s'il va y avoir mon autre Grenoble puis ceux qui sont vraiment connus, mais même ceux qui sont juste en figuration, c'est des gens qui savent faire ça. Ben, elle dit que sur le tournage aussi, ça a ouvert beaucoup le dialogue. Au lieu de juste prétendre qu'on sait à 100% de quoi on parle, ben, en recevant les feedbacks de ceux qui sont réellement dans ce milieu-là, ben, ils peuvent nous dire ça marche pas tout à fait de même ou ça serait mieux de twitcher ça. Oui. Donner encore plus de crédibilité à la mise en scène ou peut-être au ton de certaines scènes. En tout cas, chose certaine, ce qui est le fun, c'est que la réalisatrice se renouvelle constamment. Oui. C'est le fun qu'elle aborde toujours des choses, des thématiques, c'est ça le mot que je cherchais, différentes. Oui, absolument. Fait que, bien hâte de voir ça. Il n'y a pas de date. Si le tournage est là, j'imagine que souvent on donne au moins 6 mois. Là, fait que peut-être plus comme soit l'automne ou même le printemps prochain, là, dans 1 an peut-être. À suivre pour qui s'appelle Drag seulement, mais je pense que c'est juste un titre de travail. Là. Je crois qu'on va ajouter quelque chose. Drag : ma vie. Non, je n'en serais pas. Sinon, on a le droit au dévoilement d'une bande-annonce, quand même assez tardive, parce que le film sort quand même bientôt. Le 29 avril, fait que dans à peu près 5 semaines. Fait que on l'attendait avec impatience. C'est Noémie dit oui de Geneviève Albert. Et ça met en scène Kelly Despaux, qu'on a connu avec La déesse des mouches à feu il y a quelques années, qui peut, je dirais, à prime abord, sembler un casting assez similaire, là, alors que dans Déesse des mouches à feu, la jeune adolescente, un peu en confrontation avec ses parents et tout, ben là, découvrait la drogue. Mm-hmm. Ben là, ici, on a une jeune qui est en centre de jeunesse, puis qu'elle se fait, disons, présenter le milieu de l'escorte à Montréal. Ça semble se dérouler beaucoup autour des week-ends de la Formule 1, là, qui est quand même une espèce de scandale classique. Mm-hmm. Et c'est aussi quelque chose qu'on a vu un peu dans les oiseaux ivres. Ouais. Fait qu'on a comme un petit thème récurrent ces temps-ci. Cela dit, ben, Kelly Despaux a l'air vraiment incarner ça beaucoup. Là. Fait que je suis très curieux de voir. Puis aussi, moi, j'aime bien le feeling des bandes annonces de peut-être 1 minute et demie, là, un petit peu plus courte. C'est beaucoup la musique rythmée avec des images. Tu sais, on essaie de pas trop expliquer le film d'avance. Toujours dévoiler tout de suite toutes les scènes clés. Puis on va se garder le plaisir de voir le film. Là. Donc ça, c'est 29 avril. Noémie qui dit oui. Donc. Puis je pense aussi qu'il va y avoir, de ce que j'ai cru comprendre entre les branches, tranquillement, les sorties québécoises là, vont recommencer à faire des grosses tournées médiatiques et tout. Comme Au revoir le bonheur, je pense qu'ils l'ont pas fait là parce qu'ils l'avaient fait en décembre. Puis là, peut-être aussi avec les contrats avec les comédiens, ben, tu
peux pas le refaire 8 fois. Là. Ouais. Mais je sais qu'il y a Norbourg qui s'en vient le 22 avril. Il y a ça le 29. Puis là, j'ai vu d'annoncer là, des premières à Montréal, mais dans les régions aussi, là, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, blablabla. Fait que vérifiez ça si ça vous intéresse. Il y a souvent des billets à gagner ou des fois, c'est même des premières qu'on appelle payantes. Fait que tu peux acheter un billet puis aller rencontrer les artisans pour des petits questions-réponses. Ben oui, c'est toujours intéressant. Fait que Comme formule. Le cinéma québécois reprend vie. Là. Yes, comme le printemps. Enfin, souhaitons-le. Ouais, il neige aujourd'hui en enregistrant ça. Donc, sortie de la semaine, restons saveur Québec, parce qu'il y a un film québécois, Memory Box, qui prend l'affiche, qui est quand même un film assez singulier, qui nous montre un point de vue de la communauté arabe à Québec. Oui, exact. Québec, en fait. Au Québec, c'est une coproduction Québec, France, Liban. Alors, comme tu as mentionné d'entrée de jeu, on va revenir dans la guerre civile qui avait lieu à Beyrouth, au Liban, dans les années 80. Mais le thème qui est présenté ici, c'est plus comme la jeunesse. Fait que dans le fond, c'est une adolescente, comment elle vit sa vie normale, si on veut, au travers de ça. Fait que il y a des moments où elles deviennent très apeurées, mais il y a d'autres moments où c'est juste qu'elle veut s'émanciper, qu'elle veut avoir un petit copain, qu'elle veut se tenir avec ses amis, qu'elle veut avoir du fun, tu sais. Puis, la manière de présenter ça, dans le fond, c'est qu'on débute à Montréal avec Alex. C'est une adolescente typique de son âge qui s'apprête à passer Noël pas mal tranquille, juste avec sa mère et sa grand-mère. Puis, ce soir-là, il y a une mystérieuse boîte là, qui est livrée au domicile. Puis, au fil du temps, Alex va découvrir que c'est comme tous les cahiers, les photographies, les enregistrements, cassettes audio que sa mère envoyait à son ami. Fait que dans son adolescence, en genre 13-18, c'était la correspondance qu'elle avait avec sa meilleure amie. Fait que... Puis elle avait quitté le Liban pour la France. Exactement, c'est ça. Fait qu'ils continuaient à converser comme ça. Puis, comme un peu un journal intime traditionnel, c'est juste que c'est dans un contexte quand même extraordinaire. Mm-hmm. Alors, là, sa mère veut pas qu'elle fouille là-dedans parce qu'elle, c'est comme des mauvais souvenirs un peu pour elle, puis qu'elle a comme effacé ça, si on veut, un peu de sa mémoire. Mais, malgré tout, en cachette, elle va regarder ça. Puis ça va aussi nous, souder la relation entre mère et fille là-dedans. Et graduellement, on apprend évidemment qu'est-ce qui est un peu caché, parce que la version officielle de l'histoire familiale n'est pas tout ce qu'elle semble être. Exactement, c'est ça. C'est une genre de famille où il arrive plus de malheur aux hommes qu'aux femmes, quand même. Là. Et c'est une co-réalisation, n'est-ce pas? Il y a deux... Oui, c'est un couple, en fait, dans la vraie vie. Johanna Adjitoma et Kahil Orgé. Et Lala, j'ai bien massacré ça. On s'excuse si on a massacré le nom. Et en fait, l'histoire est un peu inspirée de la vie et la jeunesse de Johanna. Mm-hmm. Fait que je crois que dans le dénouement, là, c'est pas exactement la même chose. Mais le fait d'avoir une correspondance qui, elle aussi, si je me trompe pas, était à Beyrouth, justement, c'est là qu'elle a grandi, dans ces mêmes années, des années 80. Fait qu'on sent beaucoup qu'il y a cet amour des années 80 dans le film, pas juste parce que c'est populaire, mais parce que vraiment, ils l'ont vécu. Fait qu'il y a même des chansons qui sont remises dedans que c'était ça. Il y a beaucoup... la tune de Blondie, c'est pas Call Me? Non, c'est pas Call Me, c'est One Way or Another. Et bref, fait qu'il y a plein des vraies photos des cahiers qui sont ces photos à elle qu'elle a retrouvées de toutes ces boîtes, toutes ces choses-là. Ils ont juste rajouté les personnages dessus. Okay. Puis dans l'exercice aussi, il y a tellement de photos qu'elle dit avec tous les comédiens, on doit leur demander des photos de leur jeunesse. Puis là, il a fallu refaire plein de montages photos là, pour créer comme si eux y étaient là. Il y a une bonne partie du film, à peu près la première moitié, que c'est beaucoup c'est comme le stock footage, toutes les photos qui vont être comme animées pour créer des transitions, créer des mouvements, parce qu'on imagine aussi... dans notre jeunesse, puis même aujourd'hui encore avec les téléphones cellulaires, souvent on prend des rafales de photos. Là. Moi, je me souviens que mes parents disaient là, ça coûte cher de développer les photos, là, quand même, à les appareils jetables ou aux photos argentiques. Fait qu'on se calme, mais nous, quand on était jeunes, on pouvait passer 24 poses en une soirée, puis des photos complètement absurdes. Là, si tu les mets en ligne, tu vas créer le mouvement dans la photo. Fait que c'est ce qu'ils vont utiliser avec ça. Puis ce qu'on va entendre, c'est beaucoup la narration, donc puisque la fille lit les cahiers, les journaux. Éventuellement, on va tomber dans un
plus une reconstitution là, de ce qui est un peu hors cahier. Ça, c'est quand sa mère va y conter la suite de l'histoire, ce qui n'est pas dit dans les journaux, là où les journaux s'arrêtent. Non, esthétiquement, il y a vraiment une belle petite recherche narrative, c'est de raconter les choses un peu autrement. Donc, si vous aimez le cinéma d'auteur, il faut se le dire quand même que c'est pas un film hyper grand public. Ça demeure un peu plus niché. Mais c'est très digeste, si on veut. Là, ça se prend super bien. Là. C'est pas lourd dans sa mise en scène. Non, c'est pas du tout pointu. Au contraire, puis c'est intéressant d'être ouvert à cette communauté-là, à cette réalité-là, de ce qu'ils ont vécu, et pour ça, l'intégration ici au Québec et tout ça. Donc, derrière, il y a un propos qui est quand même très intéressant et original, je pense, pour le cinéma québécois. Ouais, puis le film aussi fait un lien parce qu'il y a ces photographies-là, mais la jeune, on voit que l'adolescente, elle est beaucoup sur son cellulaire aussi, tu sais, puis avec ses amis, la manière qu'elle converse, qu'ils s'envoient des mémos vocaux, genre, pour se parler, beaucoup de photos, des choses comme ça, tu sais, elle reprend des photos, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est le lien que eux, le couple, voit avec leur fille à eux aussi, tu sais. Fait que c'est pas moralisateur, c'est pas nécessairement dire qu'avant c'était mieux ou quoi que ce soit, c'est juste de comparer que ça a changé le rapport aux photos, mais que c'est quelque chose qui est toujours important. C'est juste qu'ils disent, des fois, t'as l'impression que le fait d'avoir pris une photo puis de l'avoir mis dans une boîte puis de la redécouvrir plus tard a peut-être un plus gros impact. Ça va être curieux de voir dans comme 15 ans comment on va y réagir, mais c'est plus comme Facebook te remonte des photos que tu as prises, des choses comme ça. Il y a moins il n'y a plus l'aspect physique de ces souvenirs-là. Tout est numérique, finalement. C'est vrai. Mais ça, c'est vraiment une analyse qu'on peut faire du film. C'est pas le propos principal du film, pas du tout. C'est juste qu'on voit certaines comparaisons, si on veut, dans leur manière de photographier. Entre les générations, bien sûr. Exactement. Puis, fun fact, il y a Jade Charbonneau, elle qui jouait... voyons, dans L'Arracheuse de temps, j'ai oublié le nom du personnage principal. Bernadette, c'est ça, la jeune Bernadette. Puis elle là-dedans, elle joue juste comme une amie, je pense que comme la meilleure amie de la protagoniste principale, là, de la jeune Alex. Puis là, ils s'écrivent un peu, ils vont se rencontrer dans un café, tu sais. Mais c'est très, très anodin. Puis ça, c'était avant d'avoir tourné L'Arracheuse de temps. Puis quand on avait discuté, j'avais demandé à Jade, j'avais juste dit, hey, parce que là, j'avais vu le film à Cinémania, juste à ce moment-là, j'y allais parler, puis elle s'en souvenait quasiment pas, là. C'était vraiment, ça a dû prendre une journée de tournage, même pas, là, pour une scène dans un café avec une voix hors champ, là. Fait que ça me fait rire, parce que maintenant, ici, elle est comme très connue, fait que vous allez la voir, elle est là-dedans, mais elle est là-dedans 17 secondes. Genre. Un contrat alimentaire, comme on dit. Je pense que c'est des premiers pas, des expériences de plateau aussi. C'est un rôle parlé quand même, elle dit 2 phrases. Restons dans la francophonie. Film français qui met en vedette Juliette Binoche, Ouistreham, qui est une adaptation d'un roman, Le Quai de Ouistreham, de Florence Aubenas, qui date de 2010, qui nous plonge dans la dure réalité du travail des gens un peu démunis ou un peu laissés pour compte. Là, ce cas-ci, plus des femmes de ménage, là, mais on peut l'appliquer quand même à plein d'autres métiers où c'est un milieu qui est très difficile pour des conditions qui ne sont pas super intéressantes. Oui, exactement. Fait que inspiré comme tu as dit, du livre, de l'enquête un peu de Florence. Ici, on a le personnage, on a changé le nom et le prénom, c'est Marianne Winkler, jouée par Juliette Binoche, qui est une écrivaine connue, mais qui s'immisce dans le travail précaire en vivant concrètement cette réalité-là. Fait que plutôt que faire des interviews, elle dit, moi, je vais me faire oublier, puis je vais aller là-dedans. Surtout qu'on s'entend qu'un auteur connu, ça reste toujours quelqu'un quand même pas si connu que ça. Là. Ouais. Fait que la plupart des gens reconnaissent pas les faces. Bref. Fait qu'elle se retrouve femme de ménage. Elle va découvrir la vraie vie avec aussi peu d'argent. Puis elle va se lier d'amitié avec quelques-unes des filles avec qui on travaillait. Puis ça va l'aider à trouver son angle pour parler un peu plus de ça. Fait que secrètement, elle prend un peu des notes quand elle invite personne chez elle. Quand elle revient chez elle, elle écrit sa journée comme pour avoir du gros matériel dans lequel puiser plus tard, mais elle se retrouve elle-même face à ce dilemme-là de dire, là, je suis en train de leur mentir, tu sais, à quel point j'abuse de leur confiance, tu sais, hormis le fait qu'elle
qu'elle se salit les mains réellement, là. Mais par rapport à ses relations personnelles, elle développe des vraies amitiés, mais elle dit un jour, il va falloir que je leur avoue que je suis comme un peu infiltré dans le but d'écrire un livre. C'est ça, elle va quitter ce monde-là ça, pour retrouver sa vraie vie. Elle n'est pas millionnaire, mais elle vit un peu mieux qu'eux, disons, ou plus facilement, en tout cas. Fait que le récit va mener vers ça aussi. Puis, dans l'histoire derrière aussi, ça a pris beaucoup de temps avant que Florence accepte de céder les droits pour que ça soit adapté au cinéma. Quand Juliette Binoche elle a pris conscience de tout ça, elle a dit « Il faut ça absolument ». Puis même si c'était Binoche qui était attaché au projet, Florence elle l'a refusé, elle s'est laissé désirer longtemps. Ce qu'elle a demandé, c'est que ça soit vraiment Emmanuel Carrère. Oui, Carrère. Qui réalise le film, alors qu'il réalise pas tant de films, mais c'est un autre auteur qui a fait quelques films. C'est ça, c'est surtout avant tout un romancier très primé, très connu, donc c'est quand même un drôle de choix, mais finalement, lorsque Binoche l'a approché, il a décidé d'embarquer dans ce projet-là. Oui, exact. Puis, bref, si on revient au film, c'est un cinéma social qu'on voit quand même pas mal en Europe, là, si on pense à Ken Loach ou les frères Dardenne, là, dans le fond, c'est pas pour faire un film flamboyant, c'est plus pour témoigner de quelque chose. On voit beaucoup du concret, on voit une toilette sale qu'il faut qu'elle nettoie, mais comme c'est des femmes vraiment fortes qu'il y a dans le livre aussi, pas dans le livre, mais dans le film. Dans le film, c'est exact. résiliente, oui. Puis, au niveau de la mise en scène, ils ont dit, là, on peut pas prendre des vedettes. On a une vedette, puis toutes les autres, c'est des non-acteurs. Souvent, c'est des vraies personnes de ménage ou quoi que ce soit. C'est un choix assez audacieux de ne pas prendre de comédiens non professionnels, mais qui crèvent vraiment à l'écran, vraiment. Je l'ai lu par après. En fait, je ne savais pas avant de voir le film. Et j'ai été étonné de voir qu'il joue avec un naturel assez désarmant. Il était très crédible. Oui, puis il y a deux des personnages, donc en fait, deux des comédiennes, parce que là, une fois qu'ils ont fait un film, c'est rendu des comédiennes, qui étaient dans le livre. Donc, c'est Florence elle-même qui avait rencontré quand elle s'était immiscée dans cette aventure-là. Ouais. Puis, dans le fond, qui ont fini par accepter aussi le résultat. Il y en a qui sont aussi super contents parce que le but, c'est un peu ça. Elle-même, le but du film est donc le même but que le récit, donc le but que l'auteur ou la protagoniste, puis c'est de rendre visible l'invisible, comme ils disent. Fait que c'est juste de prendre conscience que ces gens-là existent, qui ont ces difficultés-là, qu'à un moment donné, ça s'appelle Ouistreham parce qu'ils se ramassent sur ce quai-là, qui est un ferry, un traversier entre la Normandie puis une ville en Angleterre, là, je me souviens plus laquelle, là, en tout cas, un gros traversier. Puis ils ont comme 1h30 pour faire le ménage de tout le bateau, ce qui est comme complètement fou, là. C'est 3 minutes, 4 minutes par chambre, pas le temps de niaiser, une de ses toilettes, l'autre qui ramasse tout, qui fait le lit, puis tchac. Fait que ça roule, là. Puis les deux personnages, c'est Justine qui est comme la grande blonde quand elle rencontre l'équipe du Ouistreham, puis celle qui fait Christelle, donc elle qui devient un peu sa meilleure amie, là, ça c'est deux personnes, c'est les deux personnes dans le fond qui étaient aussi dans l'histoire du récit, donc que Florence elle-même avait rencontré. Fait que c'est quand même très fascinant pour ça. Ouais, vraiment. Il y a... tu voulais dire quelque chose? Non, mais je dirais que ça va faire une petite comparaison un peu boiteuse, mais plus récente. Je pense pour ceux qui ont aimé Nomadland, je pense que c'est le genre de film qui va vous intéresser, là, même si ultimement, c'est pas une question de se promener de voyage, mais il y a quand même un côté un peu de docu-réalité. Là. Comme tu as dit, c'est pas une réalisation très flamboyante, c'est très minimaliste. On se contente de filmer, on laisse beaucoup la place aux comédiennes, aux récits. Mais ça nous expose un pan de vie que on n'ose souvent pas trop regarder. Ou souvent, tu vas penser peut-être, en tout cas c'était mon cas, que c'est tout du monde que c'est des jobs qu'ils font en attendant, mais c'est comme, non. C'est une vie. C'est ça. Ouais. Puis la réalité, c'est que eux, comment ça fonctionne, ou elle travaille sur plusieurs équipes. Fait que t'as comme un 12 heures par semaine là, un 10 heures là, un 5 heures là. C'est pas un emploi à temps plein. Fait qu'il faut que tu fasses plein de petits contrat de nettoyage pour te faire l'ensemble un salaire convenable. Puis ça fait des horaires atypiques aussi. Là, donc, te lever à 4 heures du matin pour aller nettoyer. C'est ça, il y en a une famille, justement, donc c'est pas évident. Et moi, j'ai vraiment apprécié Juliette Binoche, qui est toujours excellente ou presque dans ce qu'elle fait. Là. Ouais. C'est une des grandes comédiennes. Mais elle est sans artifice, sans maquillage, vraiment...
une force dans le film là, incroyable. Ouais, incroyable là. Elle a dit par après qu'elle est arrivée comme sur le plateau de tournage, là, elle a dit hey, j'étais grippé, j'étais fatigué. Par après, elle a dit son père était mourant, fait qu'elle a dit j'étais comme pas là, mais j'ai comme embrassé ça en me disant ben je pense que c'est bon état pour le film d'une certaine manière. Ouais. Une espèce de quelqu'un de désemparé un petit peu qui se fait juste porter au gré de l'aventure. Là. C'est pas trop ce qui l'attend. C'est un excellent film que c'était pas grave de... On n'avait pas besoin d'y mettre du cache-cerne, là, genre ça allait dans le personnage, si on veut. Puis moi, ça me rappelle, au Québec, je sais pas si tu connais Hugo Meunier, qui est un journaliste. Oui. Puis il avait écrit il y a quelques années le livre Walmart, Journal d'un associé. Puis il avait fait ça aussi. C'était comme... en fait engagé dans un Walmart au nord de Montréal, là, je me souviens plus, Saint-Léonard, quelque chose comme ça. Puis pendant 3 mois, dans le fond, il faisait son récit là. C'est sûr que elle, dans ce contexte-là, c'est pour en apprendre plus sur les employés puis leur travail. Lui, c'était plus sur les valeurs de chez Walmart, puis comment il marche avec l'antisyndicalisme, puis comment il miroite la bonne idée, puis tout ce que c'est. Fait que c'était sur l'entreprise plus que sur le travailleur. Là. Mm-hmm. Mais ça m'avait ça m'avait intéressé. Je sais pas si lui, comme il a écrit ça par après elle, ou si ça l'a inspiré, ou si il y en a peut-être plein d'autres comme ça, des journalistes infiltrés comme ça. Mm. Donc oui, Stram, si vous aimez le cinéma... social, plus touchant, social. Donc, ce sera le film pour vous, assurément. Allons dans un autre registre complètement différent. Seul gros film américain à l'affiche cette semaine, une comédie loufoque d'aventure qui s'appelle The Lost City, qu'on voit à la bande-annonce depuis plusieurs mois déjà, qui met en vedette Sandra Bullock et Channing Tatum. Dans une comédie... romantique, un peu. D'aventure / romantique. Il y a un peu de tout là-dedans. Là. Effectivement. Écoute, le rapprochement qu'on peut faire, c'est film hommage un peu Romancing the Stone. On avait déjà parlé quand la bande-annonce était sortie. Évidemment, comédie avec Michael Douglas et Kathleen Turner des années 80. On retrouve un peu d'Indiana Jones aussi dans les chorégraphies d'action. D'ailleurs, je pense qu'il y a une séquence hommage dans une poursuite en camion dans le film. Ouais. Donc, de quoi parle plus précisément The Lost City? Ouais, The Lost City, la cité perdue au Québec. C'est une auteure très solitaire qui écrit des romans à l'eau de rose, un peu d'aventure justement, quasiment Harlequin, exactement. Pendant la tournée de promotion de son plus récent roman, elle se fait kidnapper par un milliardaire un peu excentrique, joué par Daniel Radcliffe, donc feu Harry Potter, ici, qui lui pense que, en lisant son livre, il voit qu'elle a des vraies informations parce que elle, son background, avant d'écrire des romans un peu quétaines comme ça, était vraiment une historienne, si on veut, qui faisait beaucoup de recherches sur des anciennes civilisations disparues là, dans des îles de l'Atlantique. Et son mari est archéologue aussi. Exactement. Donc, voilà. Bref, il la kidnappe en disant hey, « Je pense que tu peux vraiment m'aider à trouver le trésor de la cité de D. » Puis, pour essayer de prouver sa valeur, l'acteur qui incarne le personnage de ses romans, donc il fait juste les photos sur la couverture et qui vient à se prendre au sérieux là-dedans, qui est Channing Tatum. Le mannequin belâtre. C'est ça, qui rappelle un petit peu un Fabio, là. D'ailleurs, il l'appelle même une fois comme ça dans le film, fait que c'est pas, on s'en cache pas, là, sauf que là, lui, c'est une perruque qu'il a pour avoir les grands cheveux blonds. Fait que bref, cette espèce de grand dadais-là qui veut prouver qu'il est plus que juste le poster boy, il décide de partir à sa recherche pour aller la sauver finalement. Fait que, parce qu'évidemment, il y a un croche sur Sandra Bullock aussi, sur le personnage qui n'a jamais avoué donc des sentiments envers elle. Donc, film de réalisateurs que je ne connaissais pas, Aaron et Adam Nee. Ils n'ont pas une grande liste. Non, ils ont vraiment deux films très indépendants, mais dans leur film à venir, ils ont le Masters of the Universe de l'univers de He-Man qui devrait sortir à un moment donné. Là, ça n'arrête pas d'être reporté. La pandémie n'a pas aidé sur ce genre de film-là. Oui, il faudrait que le projet a changé de main plusieurs fois. Donc, quand même... un choix assez curieux. Au scénario, je relève quand même Dana Fox, donc une femme qui avait coécrit Cruella, mais aussi Seth Gordon, qui est plus un réalisateur télé, mais quand on voit son pedigree,
on comprend un peu l'humour qu'on retrouve dans son film. Donc, Seth Gordon a réalisé des épisodes de Modern Family, Community, The Office, Parks and Recreation, Atypical. Fait que, il y a vraiment une feuille de route dans la comédie, justement un peu loufoque et révérencieuse. Quand même tous des grosses séries assez solides des 15 dernières années. Et ça se retrouve à l'écran. Donc, c'est vraiment une comédie très irrévérencieuse avec des personnages assez excentriques. Donc, si vous aimez ce genre-là, je pense que vous ne serez pas déçus. Sandra Bullock, il faut dire qu'elle est toujours efficace. C'est son pain et son beurre, là, ce genre de rôle-là. Oui, absolument. Puis on alterne vraiment entre, c'est ça, le humour-aventure, parce que finalement, contrairement à Romancing the Stone, on avait le personnage de... Je me souviens plus comment ça s'appelait au Québec, ce film-là. La poursuite du diamant vert, si ma mémoire est bonne. Voilà. Alors, Michael Douglas, lui, il savait ce qu'il faisait. Oui, c'était vraiment un aventurier. Puis, c'est leur relation qui était très dichotomique. Fait que c'était basé là-dessus. Tandis qu'ici, personne ne sait ce qu'il fait. Elle est comme quand même très intelligente, mais pas en mode survie là, dans la nature nécessairement. Puis lui, il veut bien faire, mais il est pas tant... il est le parfait millennial, comment dire, accro à la techno, petits soins beauté. Ouais, exact, c'est ça. En plus, il est mannequin professionnel. T'sais. Fait que c'est pas trop burlesque, là, comme, ou grand guignolesque là, comme blague. Là. Ça se tient bien. Là. Mais c'est ça. Il y a le fameux caméo... secret du film qui mettent dans la bande-annonce et tout. C'est ça que je trouve dommage. Secret, ouais. Ils auraient pu le garder. Là, c'est bon, on va rien divulgacher. C'est Brad Pitt qui a un petit rôle dedans. En fait, qui joue, lui, le vrai aventurier qui va se porter à la rescousse de Sandra Bullock. Donc, oui, je pense que ça aurait pu être gardé secret. Ça aurait créé un petit buzz à sa sortie. Surtout que dans le film, on commence par entendre sa voix au téléphone. Puis là, tu te dis, il me semble, mais là, on le sait que c'est lui. Mais souvent, juste entendre une voix, t'es pas sûr. Puis là, plus tard, on le voit. Puis de la manière que c'est présenté, je pense que au tournage, ils voulaient peut-être garder ça secret. Mais finalement, en production, puis au niveau de la mise en marché, ben là, il est sur le... Son nom est pas là, mais il est sur le poster, lui, tu sais, sa face et tout. Fait que... puis j'ai su que c'est comme un switch, c'est parce que dans le film Bullet Train, dont on a parlé de la bande-annonce il y a quelques semaines, qui va sortir cet été, ben la voix de comme qui donne la job et tout, c'est Sandra Bullock. Oui. Fait que c'est vraiment un échange qui se sont fait. OK, gars, je fais un caméo dans ton prochain film, viens faire un caméo dans le mien. Fait que c'est quand même des camaraderies d'Hollywood, si on veut. Ouais. Pourtant, ils ont-tu déjà joué ensemble? Écoute, c'est ce que je me demandais en voyant le film. Parce que des fois, je me mêle. Je pensais qu'elle était dans Ocean, mais c'est Julia Roberts. Des fois, je mélange un petit peu. De mémoire, je ne crois pas qu'ils ont déjà joué ensemble. Mais ce qui est indéniable, c'est que Tatum et Bullock ont une très bonne chimie ensemble. Oui, absolument. Et Sandra Bullock, quand même, à son âge, pas pour faire de l'âgisme, mais elle est quand même dans la cinquantaine. Elle a 55 ans, je pense. Elle est quand même encore très en forme parce qu'elle fait beaucoup de jeux physiques. Sa comédie est très physique. Là. Donc, très impressionnant à ce niveau-là, là, quand même. Ben, il faut dire que son suit, là, son espèce de One Piece rose avec paillettes. C'est ça, scintillant et tout, est un élément comme tel dans le film. Là, c'est très handicapant parce qu'elle se fait kidnapper au pire moment où elle a cette affaire-là, tout de suite après pendant son lancement de livre. Fait qu'elle est déjà super inconfortable, puis là, elle est comme pognée avec ce vêtement-là tout le long, là, ce qui devient le comic relief un peu, là, c'est son accoutrement. T'sais. Et d'ailleurs, faites pas un saut parce que le jeu est quand même, c'est quand même gros comme jeu. Il n'y a pas de subtilité, mais en même temps, moi, je l'ai pris comme si c'était voulu, parce que dans le fond, c'est comme si c'est tout son roman, tous les clichés de son roman qui prend vie c'est ça. Dans cette intrigue-là, dont justement Daniel Radcliffe en méchant anglais, souvent dans ces films-là, c'est souvent des acteurs britanniques, mais toujours classe, bien habillés et tout ça. Là, donc, je trouvais que c'était un beau petit clin d'œil. Moi, je l'ai cru beaucoup à son personnage. Surtout que c'est peut-être voulu, il a une grosse barbe, fait qu'il sort de je commence à oublier Harry Potter, là, tu sais. Mais c'est le genre de film aussi que la force du film, c'est les acteurs, là. Comme, c'est parce ils jouent des personnages, mais on sait que c'est eux, au fond, comme tu dis, Sandra Bullock, elle a fait son lot de comédie romantique un peu, là. Et d'ailleurs, fun fact, elle a dit en entrevue que elle avait une règle anti-suite là, pour pas faire des numéros 2 parce que les fois qu'elle l'a fait, ça a été comme désastreux. On parle de Speed 2, Clanche 2 avec le bateau. Là. Il y a des films les plus risibles. Miss Personnalité 2 aussi avait pas mal floppé.
Fait que quand elle a eu assez de pouvoir, elle a dit non, je fais plus de suite. Fait que il y avait des rumeurs d'un The Heat 2, puis elle a dit non, je veux pas, on le fait pas. T'sais. Mais là, elle a dit je serais ouvert à condition que Dana Fox, qui est une des auteurs et une des productrices exécutives, je pense, dans le film, soit encore là. Si elle est encore là, puis qu'elle est au scénario, puis tout, je serais prêt à l'accepter peut-être. Là, parce que c'est vraiment comme c'est une aventure. Puis elle, c'est pas son premier roman de cette aventure-là. Fait que c'est très ouvert à ce que tu peux s'en faire une saga, si on veut. C'est tout le temps juste l'élément déclencheur. Il faut pas qu'elle se fasse kidnapper à chaque fois. Là, ça deviendrait un peu lourd, mais pour cette fois-ci, ça passe très bien. Là. Donc, on verra bien les recettes du box-office qui... c'est ça qui va d'abord témoigner si la suite est possible ou pas. Là. Mais donc, si vous cherchez un divertissement très léger en couple, surtout, c'est... je vous ne serai pas déçu. Te souviens-tu si le Romancing the Stone, c'était Paramount? C'était la Fox. Ah, OK. Ouais. C'est bon. Parce qu'il y a comme, quand tu es au lancement de livre, là, c'est ça qu'on a remarqué, c'est écrit Romancing the Pages. Fait que là, c'est comme, OK, l'espèce de convention de lancement de livre de tout de type, ou un genre de festival de livres à l'eau de rose. Mais tu sais, c'est comme... Puis c'est en plein centre comme de l'écran. Puis ça, c'est un clin d'œil. Là. Ça peut pas être autre chose. Fait que je me demandais si c'était le même distributeur. Puis écoute, je me demande même si visuellement, graphiquement, ça reprend la même typographie aussi, je pense, que du film. Là. Fait que c'est au moins de l'accuser que ça se veut un genre d'hommage, finalement. C'est pas du tout une copie, c'est plus un hommage. Ouais. Et d'ailleurs, le film était réalisé à l'époque par un certain Robert Zemeckis. Ah ouais, j'avais oublié ça. Ouais, qui avait accepté le contrat parce qu'il cherchait à financer Back to the Future. Mais tout le monde était un peu frileux à cause que ces deux premiers films avaient plus ou moins fonctionné au box-office. Et finalement, le film a été un grand succès et il a pu réaliser son film. Il y a d'autres sorties cette semaine. Il y a le documentaire Je me soulève de Hugo Latulippe. Et pendant un an, dans le fond, le cinéaste il a filmé le processus de création de la pièce Je me soulève de Véronique et Gabriel Côté, qui a été montée pour le Théâtre du Trident. Ça, c'est à Québec, ça, ouais. En 2019 à peu près. Fait que ça avait été vraiment construit là, sur un processus collectif qui était une vingtaine d'acteurs et d'actrices, puis qui explorait beaucoup la poésie dans le but d'en tirer l'esprit du temps, là, donc comment on conçoit le temps qui passe, si on veut, dans une genre de 20-30aine. Ça présente, c'est ça, finalement une jeunesse un peu plus à gauche dans la création d'une pièce de théâtre. Et dans quelques cinémas aussi, il y a le drame canadien Wildhood de Beten Anam, qui raconte l'histoire d'un adolescent rebelle qui part à la recherche de sa mère biologique dans l'espoir de renouer avec ses racines amérindiennes. Fait que c'est un genre de road movie où on est en culture autochtone, si on veut, quelqu'un qui veut retrouver ses racines là-dedans. Fait qu'il est sorti quand même limité, mais ça a l'air très bien, Wildhood. Et ça conclut l'épisode. Il est sorti pour cette semaine. La semaine prochaine, 1er avril, est-ce que ce sera une blague ou pas? Mais Morbius prend l'affiche. Et on est quand même... est-ce que c'est dubitatif ou sceptique, du moins? Sceptique, écoute, peut-être de ce qui sort sur les réseaux sociaux, pas pour faire de médisance, mais... on prédit quand même un peu un gâchis. Donc, est-ce que ce sera le cas? On verra bien, mais en tout cas, retour d'un anti-héros, parce que c'est pas vraiment un super-héros, de Marvel. Morbius, évidemment, un vampire, donc joué par Jared Leto. Alors, on verra bien le résultat. Qui est quand même toujours intense dans ses rôles. Effectivement. Donc, il y a ça. L'esthétique a l'air bien du film, mais c'est vraiment de voir est-ce que Sony va enfin réussir à créer son Spider-Man Universe, finalement, correctement. Là. Fait que... à suivre la semaine prochaine. Tout à fait. Mais moi, je dirais, ce qui m'intéresse le plus, je pense, c'est le Marcel Pagnol. Je suis un grand amateur. Le Temps des secrets, ça? Le Temps des secrets, oui, qui fait partie de sa tétralogie, 4 tétralogies. Oui, mais ça, c'est le 3e, c'est ça? OK. Avec La gloire de mon père, Le château de ma mère. Alors, donc, très hâte de voir ça. Bon, ben, donc, je suis retrouvé en Provence avec le soleil, ça va faire du bien. Ben, c'est mieux qu'un New York noir et plein de vampires. Voilà. Et, ouais, c'est ça. Alors, même si vous kiffez pas, vous tripez
tripez pas sur Morbius, il y aura d'autres sorties assurément la semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire par courriel au balado@monciné.ca et nous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Alors, bonne semaine tout le monde!